on parle toujours de la mort de la peinture. Moi, ça me fatigue un peu parce que ça fait très longtemps qu'on parle de la mort de la peinture. On a vendu la toile blanche. Ça revient sans cesse sur le tapis. Moi, je préfère encore l'attitude de quelqu'un comme chez Sack, quoi. Il signe la fin de la peinture en disant, il fait des croquis comme ça, et puis il dit celui qui l'achètera n'aura qu'à mettre de la couleur. Un peu le modèle sur le type des carnets, des cahiers d'enfants, les dessins pour enfants coloriés, quoi, le truc de coloriage. Alors, l'acheteur pouvait colorier. Bon, et puis Rembrandt, le dernier autoportrait de Rembrandt, on l'a radiographié. Il s'est représenté au départ avec le pinceau et il a gommé le pinceau, quoi. Donc, on voit un portrait de Rembrandt sans le pinceau. Et seul Pascal Rayon nous dit que... Donc il signe sa mort à la peinture d'une certaine manière. Et moi, quand c'est Rembrandt qui le fait, quand c'est chez Sack, ça va. Mais alors après, c'est vrai que la toile blanche, ça ne va pas encore tenir. Mais on voit bien qu'on ne peut pas s'en passer en réalité depuis, je sais pas, depuis la grotte Chauvet, 34 000 ans avant. Bon, il y peignait, et puis ils peindront encore 34 000 ans après, quoi. Et donc, je préfère, moi, l'attitude beaucoup plus simple et honnête de gens comme Yvon Daniel, comme Fidorenko, qui ne peuvent pas se passer de la peinture. C'est pour, même si la mode maintenant, même si c'est les installations qui... Mais bon, voilà, on fait des installations... C'est très bien, moi, je veux bien, oui. Mais en réalité, on n'empêchera jamais, on ne pourra pas empêcher les gens de gribouiller. Yvon Daniel, il appelle ça, il dit qu'à un moment, il tente de gribouillage. Moi, je préfère encore le gribouillage. Dans cette manière donc de peindre à côté du monde, c'est-à-dire pas le monde lui-même, il ne représente pas les fleurs, les arbres, mais il représente la force que sont les fleurs et la force que sont les arbres. En fait, les principes vitaux, il est plutôt, lui, comme une sorte de chaman. Alors lui, la peinture, c'est sa transe, quoi. La couleur, c'est sa transe. C'est peut-être la raison pour laquelle on tient tant à la peinture aujourd'hui, y compris la peinture abstraite, c'est qu'avec ces signes qui ne renvoient à rien, eh bien, en renvoyant à rien, elle renvoie finalement à une sorte de principe fondamental, qui est celui de la vie, tout simplement, et qui touche, on le sent bien, à quelque chose dont on s'écarte par la technique, quelque chose de sacré, au fond. Je ne dis pas qu'il y a Dieu derrière, je ne sais pas s'il existe, mais c'est beaucoup plus important. Au fond, le sacré, c'est ce qui est palpable entre le monde et moi, et que je ne parviens pas à saisir, et qui fait que le monde existe et que j'existe. Et donc chez Yvon Daniel, je vois des coins de jardin dans lesquels j'aimerais me reposer sans qu'il y ait de jardin. Je sens la caresse de la branche légèrement au-dessus de moi, sans qu'elle soit là. Et finalement, je suis bien dans une émotion poétique beaucoup plus présente, beaucoup plus forte que l'émotion que je pourrais percevoir s'il y avait vraiment la branche, s'il y avait vraiment le jardin. Et là, ça procure tout simplement du bonheur. Il est quand même absolument évident que pour ce qui est de la peinture, c'est-à-dire qui n'est pas du conceptuel, ce serait des artistes conceptuels, à la limite on pourrait se dire oui, ils concentrent, et puis ils vont nous trouver une formulation inédite, quelque chose qui va nous toucher, qui va nous émouvoir. Bon, certes, mais fabriquer un objet, c'est y réfléchir certainement, mais c'est aussi maîtriser. Maîtriser le pinceau, contrôler la couleur, savoir traduire le mouvement, l'influx que l'on sent en soi. Et ça, malheureusement, c'est un peu comme la musique. Gauguin qui disait « la musique viendra d'instinct, achète un piano ». Et les derniers sous, avant de repartir là-bas pour les Tahiti, ça avait été acheté d'aménager rue Vercingétorix un piano dont bien entendu il n'a tiré aucune note, c'est évident, parce que là, a fortiori, si la peinture c'est difficile, si le trait c'est difficile, le contrôle d'un clavier c'est encore plus exigeant. Et bien ça, c'est l'idée des arts comme ça que l'on ne peut pas faire d'instinct. Tout à fait clair. Et la peinture en est. Et si l'on veut maîtriser son art, maîtriser son outil, eh bien il faut le pratiquer. Et je crois que ce qui caractérise Yvon Daniel, et on le voit bien quand il fait une exposition, comment par série il arrive à cerner
des choses, et que ce soit sur la toile, par la couleur ou par le pastel, il y a des dessins là-dessous et des choses qui sous-tendent son travail. Et ça, cette exigence, si difficile soit-elle, s'il est obligé de se prendre par la main pour aller vers l'atelier, eh bien ça se sent. Ça sent qu'il y a des années et des années de concentration, d'essais, et tout ça nourrit peu à peu et lui permet d'aller de l'avant et lui permet de progresser sur cette ligne qui n'est pas un axe, hein, n'exagérons rien, c'est une sorte de grande tresse, c'est une sorte de grand faisceau, mais qui est orienté. Il a eu un début quand il est arrivé aux Beaux-Arts et depuis, bien ça, ce faisceau, on ne sait pas où il mène, mais il y mène. La lumière n'entre pas par effraction dans les édifices religieux et ne profane pas leur silence, mais en traversant leurs vitraux, elle leur emprunte leur couleur et leur forme. Elle étend ainsi sur la fraîcheur des dalles et des parois ces bannières bigarrées que les caprices du temps font vibrer au gré des heures. Si aujourd'hui le vitrail est indissociable de tout édifice religieux, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, il faut remonter à un millénaire pour voir nos cathédrales, nos églises et nos chapelles se parer de vitraux et assister à la déclinaison de la lumière dans ces lieux de recueillement. La Bretagne est tardivement touchée par cette mode. Il faut attendre le XVe siècle environ, sous l'impulsion du mécénat ducal et grâce à l'éclosion d'ateliers de maîtres verriers, pour que la Bretagne voie ses baies se colorer et subir parallèlement les influences nordiques et italiennes, ligériennes et bellifontaines. Les motifs sont alors très figuratifs et représentent des scènes religieuses du Christ et de la vie des saints. Si le XIXe siècle marque un nouveau regain pour l'art du vitrail, depuis 1945, on assiste à un nouvel essor où l'art contemporain va peu à peu détrôner le classicisme des sujets abordés. De grands peintres comme Matisse, Soulages, Braque, Léger ou Chagall se sont illustrés à Saint-Paul-de-Vence, à Conques, en réalisant de somptueux vitraux. La Bretagne ne fut pas en reste pendant la même période, notamment avec Manessier au Puldu, Jean Lemoyle à Rennes, Bazaine à Pinmar, Geneviève Haas à Lamballe, Gérard Lardeur à Languenette et, plus récemment, Yvon Daniel à Guiscrif. Guiscrif est situé au nord-ouest du département du Morbihan et que ça se trouve à, je dirais, 50 km de Quimper, 40 de Lorient. Voilà, c'est une petite commune vraiment vivante, enfin essentiellement rurale, mais également Guiscrif possède un aérodrome, un patrimoine religieux très important, hein, puisque nous avons une église classée à l'inventaire supplémentaire, 3 chapelles classées à l'inventaire supplémentaire et 4 autres donc, qui ont également leur intérêt. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la chapelle Saint-Antoine, qui a la chance d'avoir un comité de quartier enfin, extrêmement dynamique, qui a réalisé énormément de restauration enfin, et d'actions intéressantes autour de la chapelle. Et en particulier donc, la création de vitraux modernes. Cette création de vitraux a été possible grâce au partenariat qui existe toujours entre
entre la commune et les comités de quartier. Mais elle a également été possible parce que c'est quand même une opération qui a coûté, je dirais, pas mal d'argent. Et elle a été possible donc grâce aux subventions assez conséquentes octroyées par l'État, le Conseil régional et le Conseil général. On ne quitte pas son enfance en mettant le feu à son village. Yvon Daniel pourrait le revendiquer tant il a su garder son esprit d'enfance, un lien étroit et authentique avec la nature, avec les arbres, le vent, les pluies, la lumière, mais aussi cette mer aux couleurs versatiles qui inlassablement réinvente sa patrie marine des côtes d'Armor et qui transmet à son œuvre son impérieux désordre. C'est en 1997, il me semble, que Philippe Bonnet, à l'époque inspecteur en chef d'un monument historique, m'avait appris qu'il connaissait mon travail, qu'il appréciait mon travail et qu'il serait sensible à une commande à venir. Et cette commande est venue très peu de temps après. Du moins, il y a eu bien sûr ce premier contact avec M. Philippe Bonnet, mais aussi, bien sûr, ces rencontres avec les gens de l'association de sauvegarde de cette chapelle. Mais s'il n'y avait pas un risque de mener un tel travail avec un artiste qui n'avait encore jamais fait de vitraux? Naturellement qu'il y avait un risque. Moi-même, je crois que j'en ai pris un gros à un certain moment. J'ai même eu un peu, non pas d'angoisse, mais je me suis dit que c'était quand même une commande très importante pour un peintre qui n'avait jamais abordé ce sujet, ce support. Parce qu'il faut savoir qu'une église ou une chapelle du XVIe siècle, c'est sacrément chargé d'histoire et de spiritualité. Je dois dire que c'était quand même quelque part une chance, non seulement parce que Philippe Bonnet aimait mon travail, mais aussi parce que la présidente de l'association de Guisrif, l'association pour la sauvegarde de cette chapelle, souhaitait voir une réalisation non figurative. Elle me parlait surtout de couleurs, et beaucoup de couleurs. L'inspecteur en chef des monuments historiques savait mon amitié pour Jean Bazin. Le vitrail m'a beaucoup attiré depuis de très longues années. Pas seulement avec Bazin, mais avec toute cette génération de peintres des années 50 qui, avec l'appui du grand-père Couturier, a créé une nouvelle dynamique pour la création du bistrot en France. démarche pour préparer la réalisation de ce vitrail? Quelles ont été les ébauches? Quel a été le travail que tu as mené autour de cette réalisation des vitraux en amont En amont, il y a eu une première approche des pré-projets que je vais présenter assez rapidement à l'ADRAC, au département des monuments historiques, mais en sachant que c'était un travail qui ne faisait que commencer. Il a fallu que je m'imprègne de ce lieu, ça veut dire aussi beaucoup de visites dans cette chapelle du XVIe siècle. Mais bien sûr, les choses, et surtout les maquettes, se sont
développé, affiné, avec la rencontre incontournable et nécessaire du maître verrier avec qui j'ai entamé ce gros chantier. Donc je suis venu, j'ai découvert un petit peu sa peinture. Moi, grosso modo, j'ai peu de culture sur les peintres. Je fais du vitrail. Bon, ce qui est intéressant, c'est de prendre un peintre qui va venir faire du vitrail, mais a priori, il ne sait pas faire du vitrail. Lui, il fait de la peinture à plâtre, comme ça. Maintenant, le coup, c'est de lui faire penser transparence, lumière. C'est de venir peindre sur la lumière. Et avec Yvon, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir prendre une grande surface comme ça, avec le geste qu'il a, et c'était de le faire participer complètement dans son geste. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il puisse, lui, venir peindre vraiment lui-même son vitrail. C'est comme un sillon, hein, c'est de laisser cette empreinte-là sur son verre, mais il fallait que ça soit sa main qui puisse le faire. Bon, alors on s'est organisé autrement parce qu'il y avait des grands aplats, il y avait des grandes choses extrêmement techniques, mais toutes ces forces qu'il peut avoir dans sa peinture, moi je lui ai demandé de le faire. Donc il a tatouillé la peinture, mais qui n'est pas une peinture, c'est une grisaille. Donc il fallait apprendre, c'est vrai, le geste de savoir travailler cette matière qui n'est pas un truc qui sort du tube, ce sont des oxydes métalliques qu'il faut broyer, qu'il faut savoir passer extrêmement légèrement, et très léger, ça peut faire des noirs extrêmement denses. Donc il s'est amusé à faire ce genre de choses-là, donc ce qui veut dire que toutes les marques, c'est lui qui a vraiment peint son vitrail. Et c'est ça qui était intéressant. Donc par rapport au projet initial, par rapport à la maquette qu'il avait faite, le travail qu'il a pratiqué sur le vitrail, c'est encore différent? Ou alors il a calqué un petit peu son propre motif? Complètement différent. C'est complètement différent. Il est parti sur une idée précise, finalement. Un vitrail, c'est du verre et du plomb. Ouais. Donc ça a été le premier jeu de maquette. Et on s'est très vite aperçu qu'il n'y avait pas à ça. Il fallait passer autre que cette technique traditionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai proposé de prendre des grandes plaques de verre et puis d'œuvrer directement là-dessus. Mais de forme générale, on va dire que la plus belle des maquettes ne fera jamais le plus beau des vitrails. C'est-à-dire qu'on va avoir une maquette, Yvon a fait l'effort de faire des cartons grandeur nature, ce qui donnait quand même une certaine échelle. C'est-à-dire qu'on passait, il relançait quand même complètement son geste, et de ce carton, la grandeur nature, nous on a retravaillé dessus en atelier pour sortir les volumes exacts que l'on avait besoin, les tracer avec des références de couleurs, et puis ensuite on a commencé à peindre, et Yvon est venu peindre naturellement là-dessus. Et ça donnait toujours autre chose, parce qu'une fois un papier, une maquette, on la regarde comme ça, mais on la voit pas vraiment en transparence. Même un joli Polaroid d'une maquette ne fera pas un vitrail. Donc c'est vraiment la matière même du verre qui fait que on va avoir cet esprit, cette lumière. Le moindre nuage qui va passer à 4 km dans un ciel bleu va venir se pomper sur la surface du verre, intérieur, extérieur, grâce à la grisaille. Et c'était ce travail de grisaille qui était sacrément intéressant. Plus encore, c'est qu'on avait une vision en atelier, mais une fois qu'on a transporté les vitraux dans l'édifice, ça avait encore lieu d'une autre vision. Parce que les lumières sont complètement différentes. Si, on a quand même déjà une certaine idée des grands rythmes. Ouais, ça va être bon. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une étape qui est fondamentale parce que c'est celle de la structure, de la composition et c'est là que les choses vont tenir le coup. Hein. Il ne s'agit pas de composer n'importe comment. J'ai une base, il faut que je la garde. Beaucoup de choses vont disparaître, d'autres au contraire vont se renforcer. Mais en peinture, il faut toujours d'abord sentir le dessous. Ce qui tient, c'est le corps, quoi. Peinture qui n'a pas sa charpente, elle est molle. Hein. Est-ce qu'il y avait au départ un cahier des charges à respecter? Non. J'étais très libre dans ma création.
J'étais très libre dans le temps. On savait, du moins le maître verrier m'avait suffisamment dit qu'il fallait prendre son temps. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis plus de 3 ans pour la réalisation. Mais c'était un temps nécessaire pour aller jusqu'au maximum de ce que nous pouvions réaliser. Est-ce que ce projet il s'inscrit dans une continuité de ton travail ou c'est quelque chose qui est tout à fait différent? Continuité certainement parce que il y a mon travail de peintre depuis 35 ans qui est là dans le fond des choses. Mais bien sûr, puisque c'est un autre support, c'est un lieu quand même très particulier, une chapelle, il a fallu que j'ai essayé, je pense, développer une certaine spiritualité dans le développement de ces maquettes qui, de la baie nord jusqu'à la dernière au sud-ouest, devaient exprimer un rapport avec la lumière. En peinture, on ajoute, on superpose des choses. On peut en enlever, on additionne et on soustrait. Et ici, il faut justement laisser la lumière passer, en tenant compte d'éléments à la fois intérieurs et extérieurs à l'édifice. C'est une chapelle qui est consacrée à Saint-Antoine. Bon, Saint-Antoine, c'est le saint des cochons. Oui. La chapelle Saint-Antoine, c'est une des plus grandes chapelles de Guiscriff et elle était très fréquentée fut un temps. Parce que il faut reconnaître que c'était le patron des cochons. Il paraît qu'on dit le protecteur des cochons. Les gens venaient très nombreux. Il y avait 3 messes le jour du pardon de Saint-Antoine et les gens venaient nombreux et malgré qu'il n'y avait pas de route. Et ils venaient à cheval, à char-à-banc, à travers champs. Et ils venaient implorer, évidemment, les grâces de Saint-Antoine, surtout pour leurs cochons, étant donné qu'ils étaient persuadés, dans le temps, qu'en faisant des prières pour les cochons, ils donnaient grassement à la quête, à côté de maintenant, c'est sûr. On ne retrouve pas une figure de Saint-Antoine dans les vitraux. Alors pourquoi cette forme très contemporaine, très non figurative du vitrail? Tout d'abord parce que je ne pouvais pas aller vers un espace figuratif qui n'aurait pas été dans le sens de mon travail de fond depuis très longues années. Mais parce que je crois aussi que la non-figuration peut permettre aux spectateurs, qu'ils soient croyants ou tout simplement visiteurs de ce genre de lieu, de trouver une autre respiration. C'est-à-dire que si j'avais décidé Si, il y a bien quelques clins d'œil à Saint-Antoine, on a l'occasion de voir dans la baie du Sud, côté Chevet, des mouvements circulaires où j'ai essayé d'exprimer une idée non pas de grotte, mais enfin c'est là où certainement Saint-Antoine aurait pu se retirer dans son ermitage. Mais il n'était pas question soit de peindre des cochons ou quoi que ce soit. Dans l'histoire, bien sûr, dans l'histoire du vitrail, les compositions sont toutes figuratives jusqu'à la guerre de 39-45. Il ne faut pas oublier que les gens ne savaient pas lire, qu'ils allaient à l'église et ils découvraient par le vitrail cette forme de BD qui racontait les scènes des saints ou la liturgie. Mais on n'a plus besoin forcément de cette expression figurative.
Est-ce que les couleurs que tu as utilisées ne prennent pas le relais de l'absence de figuration? Est-ce que tu peux par exemple développer l'utilisation du vert, du rouge, du jaune dans certains vitraux? Bien sûr. Le vert par exemple, à quoi correspond ce vert qui est présent dans le vitrail qui se trouve face à l'autel? Le vert pour moi a toujours été une couleur un peu ambiguë parce qu'elle signifie immédiatement une idée de nature, d'arbre, etc. Mais le vert ici est plus une référence ou une idée d'espoir, d'enfantement, de paix. Et j'avais besoin d'exprimer par des couleurs froides ces deux premières baisses où le vert associé au bleu, quelques jaunes mais beaucoup de blanc avait comme rôle principal de participer à une composition ascensionnelle. Les baies qui sont au sud, elles sont surtout rouges et jaunes. Oui. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'orientation de la chapelle que tu as choisi ces couleurs, ou bien il y avait aussi une dimension sémantique dans ce choix des couleurs? J'ai choisi au départ de traiter des quatre éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Ce plan ici est à la base de tout le travail d'approche des pré-maquettes, des maquettes, de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Cette baie de chevet sud, c'est en tourne, je l'ai traitée avec des rouges, surtout avec des rouges et des blancs. C'est peut-être là que se trouve la référence à Saint-Antoine, car avec ces mouvements circulaires, j'ai essayé de traiter de cette période où il se retire dans son ermitage. Le feu, c'est quoi? C'est bien sûr le rouge, c'est le feu sacré, le rouge c'est la vie, c'est très dynamique. Ensuite, la grande baie sud, que j'appelle les grandes ors. Pourquoi? Parce que là c'est très très lumineux. J'utilise beaucoup de jaune et de orange, de rouge, bien sûr. Nous sommes du côté du cimetière ici. On n'en voit plus maintenant parce que les cimetières sont remplacés par des placistres qui sont des lieux de promenade, de méditation. Mais nous sommes dans la zone sèche ici, c'est-à-dire bien sûr que les morts on n'allait pas les enterrer sur des terres humides. C'est certainement par le choix de ces rouges et de ces jaunes que la lumière peut peut-être vibrer davantage lorsqu'un nuage vient calmer la puissance lumineuse du soleil. J'ai fini avec cette petite baie du sud. C'est une référence à l'air. J'ai utilisé quelques bleus cobalt, mais aussi et surtout des rouges et des jaunes d'or. C'est une idée de sérénité, de paix du couchant et bien sûr de mort. Donc finalement, ces 5 baies répondent les unes aux autres par ce cheminement de la couleur. Je pense que c'est intense là parce que j'ai l'impression qu'il faut plus de blanc là. C'est un travail, quand il faut imaginer à l'envers toutes les formes, toutes les tâches. Il va plus vite. C'est ça. Ouais.
On va chercher jusqu'en haut. Ouais, on va chercher la lumière. Il faut. Le grand carton est couché. Alors ça fait une transposition d'image complètement entendue. Et c'est vrai que, comme tu dis, les sémentations sont à l'envers. Alors il faut toujours maîtriser les passages de lumière, de couleur, de rythme. Ça n'a plus rien à voir avec la peinture, c'est-à-dire que là, c'est le vrai travail du verre. Ouais. C'est autre chose, comme gymnastique visuelle. Hein. Il y a des couleurs qui, par sédimentation, font des choses un peu qui semblent bouchées. Et puis c'est plus tard, après la cuisson, que des choses se révèlent. On a fait celle-là, donc là-dessus, il y a quoi? Des jours. Bonjour, ça va? J'ai un peu plus et puis t'arracheras. Ouais. Ah oui, on sait. Il y a du blanc là. Hein. Oui. Contre là. Ouais. Ici là. Ouais. Ça c'est du plomb que tu tiens. On va te laver les mains après. T'attends encore un peu ici, puis t'as juste un petit... contre le rouge. Tu as un rouge... Merde, tiens, on n'a pas mis les blocs. Il y a un noir. Non, il y a le noir. Là t'as le rouge, t'as le noir. Et là il faudrait mettre un peu de rose. J'ai oublié de faire d'autres couleurs. Ouais. On le mettra après. Ouais. Ça c'est du rouge, ça c'est du rose. On a ça. On a ça qu'on vient de faire. Et ça, c'est tout, hein, 3. Non, c'est bon. Ah si, dans le brun, t'as un petit peu de jaune. T'as juste une petite tache. Tu vois pas? Ah, ici? Dans le brun, ouais, ici. C'est pour ça que tu as marqué là. T'as juste une toute petite tache. Oh. Il faudra que tu passes de mon côté là. Si c'est la tache rouge là. Oui, elle est blanche. Parce que c'est... Pas blanc. Contre le noir, c'est il y a les blancs contre du côté rouge, ici. Ouais, un tout petit peu, mais... Peut-être que tu vas mettre un petit peu là. C'est pas bon non plus. Voilà. Plus, ouais, là, et à droite, là. Là où tu fais un blanc. Ouais. Pas peine. Est-ce qu'il y avait des ratages? Est-ce que quand vous testiez pour voir si la lumière filtrait bien, etc., à travers les couleurs, est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas? Est-ce qu'on refaisait la partie du vitrail? La pièce, oui. On refaisait? Oui. Plusieurs fois, il y a eu des... Oui. Ah oui, on en a repris, beaucoup d'essais, beaucoup de reprises. Les essais, c'était sur les panneaux d'essais, mais on a eu quelques surprises désagréables. Une fois, deux baies, je crois, hein. 2 baies ont eu des panneaux démontés, mais depuis le départ, nous savions que nous étions en création. C'est-à-dire que tout était possible, c'est-à-dire par quelques ratages, à condition de ne pas trop jouer avec ça, mais en sachant que nous avions à reprendre jusqu'à être pleinement satisfaits de ce que nous souhaitions.
Le brin. Les deux brins sont complètement tombés. Oh putain. Bon. Ah non, c'est un problème. Hein. Mais il faut déposer. Il faut proposer. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas le lisser, ça. Ça c'est la connerie qu'ils ont fait. Parce que moi j'ai des photos dans la voiture, c'était pas du tout comme ça. Bon, Solène, attends, on va voir un truc là, parce qu'on a un tout petit souci. Celui-là, là, il a glissé un peu aussi. Mais bon, là, ça passe. Là, c'est moins gênant. Ah ouais, c'est moins gênant. Mais là, Qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas? Ben non. Attends, bon, va voir ta dernière verrière. Mais, regarde là. Il y a un truc qui ne nous plaît pas. Mais alors, absolument. On va être obligé de la refaire. non. Si, pas vrai. On en est absolument désolé. Bah, on est désolé. Mais tu vois pas? Va voir, mets-toi en face. Bon, le type nous a cuit 2 morceaux de verre, 2 fois. 2 plaques. Oui. Bon. Et en faisant ça, parce que comme il avait foiré la première cuisson, regarde dans la lancette A, dans la base, on n'est pas en raccord dans le rouge, et dans le au-dessus, on n'est pas en raccord dans le rouge. Donc ça diminue complètement les choses. Il faut reprendre. Voilà. Il faut reprendre et c'est complètement dommage. Le raccord n'est pas. Il a cuit 2 fois il a passé 2 fois les plateaux en cuisson. là, 2 actions dans la même journée. Pause et dépose. Michael, pousse dessus là, en haut. Décolle-le. Attends, j'ai encore des quelques trements là. Pas grave, tu vas te dire attends. Les mailles à refaire. J'ai cravé à l'acide à refaire les mailles. Et là, il y a une merde au niveau du four et puis il y a des poignées à refaire encore. Dans ce projet, il y a eu quand même plusieurs difficultés. Et l'une d'entre elles, c'était de travailler des 2 côtés du verre. Puisqu'il n'y a pas de plomb, il n'y a donc pas de lecture graphique à l'extérieur de cette chapelle. Mais pour combler ce manque, il y a la couleur qui n'est plus en passage de lumière, mais cette couleur existe et surtout elle est appuyée par ces grands rythmes noirs qui, de l'extérieur, appuient encore cette architecture des fenêtres. Il a fallu faire preuve aussi parfois d'imagination technique, notamment sur cette partie-ci, où cette grande partie verte là, ce sont techniquement, allez, on va dire qu'on ne savait pas le faire avec des produits qui allaient tenir dans le temps. Donc j'ai demandé à des petits camarades de Toulouse, qui sont des spécialistes de collage, d'assembler des morceaux un verre antique, un verre soufflé-bouche, à l'emplacement exact donc, du dessin, là où ça doit venir, avec le dessin en dessous. Et c'est un collage silicone bicomposant. Et ça nous a permis, alors ici, là et là, de retrouver effectivement des couleurs qui viennent par-dessus, mais ça se voit absolument pas, hein. Enfin je veux dire, la technique ne se voit pas, mais en plus c'est une technique qui est extrêmement fiable. Donc les panneaux sont allés même faire un petit tour à Toulouse pour pouvoir parfaire ce genre de choses-là. C'est ce qui est intéressant de travailler avec des artistes aussi, c'est que ça pousse souvent les ateliers à aller chercher au loin une technique, à se creuser la tête pour trouver une solution, pour trouver une technique, et on essaie de le faire le plus possible dans une pérennité de la chose. Si on fait du vitrail, c'est pas pour que ça se casse la figure 5 ans après. Donc voilà, donc on a tout mis de notre côté. C'est pour ça que le chantier a été aussi long aussi. Hein.
Mais on a repris parce qu'effectivement, dans cette baie-là, ils vont. Hein, on a été un petit peu enquiquinés par les gens qui nous disaient mais elle n'est pas suffisamment forte, c'est trop blanc, c'est trop clair. Bon. Mais ils le voyaient comme ça, ils n'avaient pas vu que par derrière, on avait d'autres verrières à venir qui allaient redistribuer donc, toute cette lumière-là. Mais on s'est parfois même battu sur une transparence d'un rouge ou d'un jaune, savoir s'il fallait mettre un dépoli ou pas mettre un dépoli. On s'est chamaillé complètement là-dessus. Se tromper une fois, oui, pourquoi pas, 2 fois, oui, mais il fallait que tu apportes, et tu l'as fait, que tu apportes des réponses, tant sur les effets de matière que sur l'ensemble du projet. Bah, plus ça allait, plus c'était compliqué à réaliser, ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de tons différents. C'est pas des couleurs différentes, mais des tons, des valeurs différentes. Bah oui, mais c'est l'intérêt aussi pour parce que chacune des baies aura sa propre identité de matière aussi. Non, mais la première, c'était surtout des bleus et des blancs. Ouais. La deuxième, c'était des rouges, des jaunes et des noirs. Là, tu as des rouges, des jaunes, des noirs, mais des bruns, des orangés, des... Oui, puis il y a des choses compliquées par les gris qu'on a à obtenir. Là. Ouais. C'est bon. Ouais, et la dernière, tu mets du bleu aussi. Hein, il y avait certains gris là, qui n'étaient pas simples non plus. Ouais, non, bien sûr. Ouais. C'est mieux. Est-ce que l'élan qui est exprimé sur le vitrail est un peu contraint par la dimension du vitrail, par la baie? Naturellement, la taille de la baie fait que mes compositions feront que certaines baies, je pense en particulier à cette petite baie de chevet au sud, parce que j'ai un mouvement plutôt circulaire, la taille de cette fenêtre a tendance à se refermer, à se ramasser. À l'opposé d'une composition beaucoup plus ascensionnelle comme celle-ci, déjà parce que c'était la plus grande avec l'autre baie de sud, mais ce mouvement vertical ascensionnel lui donne encore plus de je dirais de verticalité bien sûr, mais d'élan, oui. Mais bien sûr, c'est appuyé par le choix des couleurs, puisque là aussi, couleurs plus noires, enfin, donc les rythmes, plus les matières, c'était ce qui était le sens premier. Donc en réalité, nous avions... Tout ça, c'était un énorme trou blanc, puisqu'il n'y avait pas de vitraux. Et le pari était de donner une lumière, un équilibrage dans cet ensemble. Donc la dernière baie vient d'être posée, et là on retrouve effectivement une qualité de lumière intérieure. On a une sorte de clôture, on a une verrière qui est un peu claire, dit-on, sur la baie de chevet, mais qui, moi, est absolument formidable au niveau de la lumière, parce qu'elle ressemble tout à fait à cette qualité de lumière qu'on pouvait avoir au XVIe siècle, avec des montées beaucoup plus grandes, ensuite dans les transepts, et dans la nef, voilà. Et maintenant, on a posé la dernière fenêtre, et la lumière, elle est là. Elle est créée, on a une ambiance lumineuse à l'intérieur, c'est formidable. Donc je voulais savoir si l'œuvre de l'artiste a dû se plier aux exigences de la technique du verrier. Alors, c'est à l'artiste de répondre ou au verrier? Moi, le verrier, je peux expliquer tout de même un petit peu les choses. Allez, il y a des verriers qui sont ouverts, là je vais... pas casser, mais il y a des verriers qui sont ouverts, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout ouverts. Il y en a qui vont dire, écoute, mon petit artiste, nous on a des exigences, on a des principes, tu dois rentrer dans ces principes-là, et on va se débrouiller avec ça. Moi j'aurais plutôt tendance, et c'est démontré là, de dire, bon, finalement, il y a une première idée, mais on va aller chercher ailleurs. Donc effectivement, on a ouvert, on a cherché quelque chose d'autre. Maintenant, si on veut faire un pourpre, et que je sais très bien que ce pourpre-là ne va pas fonctionner parce que c'est un émail basse température qui va claquer au bout de 20 ans, eh bien c'est à l'artiste de trouver, lui, à ce moment-là, le mouvement qu'il va donner, ou du moins changer peut-être cette couleur pour pouvoir sortir quelque chose de bien. Donc il y a effectivement,
On va dire que ça va dans les deux sens. Le verrier doit se mettre au niveau de l'artiste et l'artiste doit se mettre parfois à certaines contraintes du métier du vitrail. C'est un autre exercice que l'exercice de la peinture dans l'atelier, en sachant qu'il y a un travail à faire en groupe, et c'est ça aussi l'intérêt essentiel. C'est-à-dire que le peintre quitte son atelier, il sait qu'il va travailler avec d'autres personnes, et bien sûr en particulier avec le maître verrier. Il faudra qu'il soit à l'écoute, qu'il s'adapte. J'ai dit que c'est un autre exercice, c'est-à-dire bah oui parce qu'il y a d'autres rapports à prendre en compte. Les maquettes étaient là comme repère essentiel, bien sûr, il ne fallait pas quitter le sens premier, mais s'il y avait une adaptation à faire, on le faisait. Je dirais même que pour l'une des baies, j'ai modifié sérieusement la composition. Et même l'ambiance générale de la couleur qui devait être ponctuée de violet, mais ça n'a pas pu se faire. J'ai utilisé là des grands mouvements en bleu, le cobalt intense et finalement le résultat est bien plus intéressant que la maquette. On peut presque dire que c'est presque la plus belle. Oui. C'est vrai qu'elle est absolument magnifique. Oui. C'est cette baie nord, cette baie numéro 3. Elle est vraiment magnifique. Si j'ai accepté de travailler avec Yvon, c'est parce que j'avais pas la sensation aussi que c'était quelqu'un qui arrivait pour laïciser un édifice religieux. Ce qui est un petit peu une tendance tout de même parfois dans certaines régions où on arrive, on met des gens, des artistes qui viennent œuvrer comme ça, qui font ce qu'ils veulent effectivement, mais qui oublient souvent l'édifice, les gens qui y viennent, la nature. Et ça n'a pas été le cas avec Yvon. La preuve, c'est que son étude de plan sur la terre, sur le côté du mur sec, la partie humide, voilà. Bon, donc c'est pour ça qu'on a assez bien fonctionné tous les deux. Le vitrail, ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas de l'assemblage de verres, de couleurs, pour décorer un lieu, mais c'est bien sûr de la peinture, mais c'est aussi cette dimension qui doit être spirituelle. Je l'ai déjà dit, j'insiste, mais parce que c'est fondamental. Et les peintres qui ont le bonheur d'avoir une commande comme celle-ci ne doivent pas perdre de vue que ce n'est pas un travail de peinture, ce n'est pas un travail décoratif, c'est bien sûr s'imprégner de ce lieu, de travailler avec le maître verrier, et là il y a une autre dimension, c'est une dimension humaine qui est importante aussi, très importante et extrêmement enrichissante. Alors c'est tout ça qui est mêlé, évidemment, en même temps. Quel regard vous portez tous les deux sur la pose des vitraux et dans cette chapelle aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait? Ou au contraire, ça reste encore... Parce que souvent on dit que les artistes ou les artisans aiment bien laisser tomber. Un peu insatisfaits, ils avaient une Alors je crois image du projet, du travail fini. Et puis... Oui. Non, je crois qu'il faut être... Je crois que allez, pour faire du vitrail, je crois qu'il faut rester relativement humble. On fait un travail, on ne sait jamais ce que ça va donner. On arrive, on pose, on travaille. Allez, on va dire on a travaillé 3 ans. 3 ans, il y a quand même presque un phénomène, pas d'usure, mais on a hâte d'en finir. On pose des vitraux, on regarde, on est peut-être un peu content, mais je crois que ça se retrouvera, comme pour l'artiste, comme pour moi, d'aller savoir si on a bien fait les choses. Je crois qu'on va laisser reposer les choses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour, c'est de revenir dans l'édifice, choisir son temps, son soleil, son moment, un petit peu comme lorsqu'on peut aller pour la première fois dans l'édifice. Je crois que c'est quelque chose d'assez important, c'est là où on sent bien les choses. Les conditions sont sacrément importantes, donc là je crois qu'il faut laisser passer le temps, revenir, voir si on a été juste ou pas. En peinture, il peut y avoir ce qu'on appelle les repentirs, c'est-à-dire si on n'est pas satisfait, on peut reprendre la toile 1 an ou 2 ans après. Et on ne peut pas affirmer que ce soit une grande réussite, mais on a
fait de telle sorte que le maximum d'erreurs soit évité. Terre entière chante la gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire. Et sur un storm, chante sa louange de gloire. Vous avez donc assisté à la réalisation des vitraux de Yvon Daniel. Est-ce qu'on peut savoir le regard que vous portez en tant qu'homme d'église sur ce vitrail ou sur ces vitraux? Alors ces vitraux sont beaux, mais je suis quand même partisan du figuratif. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, lorsqu'ils faisaient un vitrail, ils voulaient expliquer quelque chose. Il y avait une image, ils pouvaient expliquer aux enfants, même à l'assemblée. À l'église paroissiale, nous avons un très beau vitrail, la crucifixion, et j'en parle très souvent, en particulier aux obsèques. Je dis que la crucifixion du Seigneur est le point de départ de la résurrection, bien sûr par la suite, et aussi de notre propre résurrection. Et pourtant, ils sont très beaux, ils sont très colorés. Mais je crois qu'on peut peut-être moins dire, moins expliquer la catéchèse à partir de ces vitraux-ci, même si il y a un élan. Est-ce que vous avez eu un regard sur le choix de l'artiste? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vu, mais comme c'est communal, ça appartient à la commune. Oui. Et ça appartient aussi aux gens du quartier. Oui. Mais moi, personnellement, en tant que responsable de la paroisse, je n'ai pas eu tellement mon mot à dire. Vous aviez parlé du triangle tout à l'heure, je pense que c'est celui qui est là. Oui. Le vert ne me dérange pas, le blanc, il est un peu trop grand. Un peu trop grand, et puis juste dans un coin comme ça, quel est le sens? On ne sait pas. Et ici, celui-ci, moi j'aime beaucoup, celui-ci et l'autre. Ils sont lumineux et ils laissent passer la lumière. Celui-là est plus froid pour le fond, parce que celui-ci c'est quand même le grand vitrail que l'on voit. Les autres aussi on les voit, mais celui-ci c'est quand même le principal. Celui-ci est beau pour les couleurs, il y a une montée, il y a une ascension. Celui-ci est beau aussi, celui-là est plus froid, plus sombre. Celui-ci est beau, les couleurs sont moins vives, mais les gens, ils vont pas regarder. Ils vont voir, mais ils vont pas regarder. Voilà la différence. Ils voient, et ils passent devant. Moi, je ne connais pas grand-chose aux vitraux, mais voilà, moi je trouve que dans l'ensemble, c'est bon. Quand on vous a parlé de la réalisation de vitraux pour cette chapelle, est-ce que vous vous attendiez à ce genre de vitrail? Non. Pas du tout? Non. Vous aviez pensé à quoi au départ? Plus quelque chose de plus machin. Pas de l'abstrait, du figuratif, des personnages, un peu de personnages, oui. 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 Moi, maintenant, on s'habitue. Hein. Oui. Moi, je me suis habituée, maintenant je les trouve bien, parce que ça va avec l'ensemble de la chapelle. C'est ce qu'on en pense. Oui, voilà, est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, pourquoi? Ça c'est moderne. C'est moderne, oui. Moi, je préférais avant. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait des machins, c'est comme dans les églises. Dans les églises, il y avait longtemps, oui. Des petits carreaux? Non, figuratif, oui, voilà. Les personnages. Ça, c'est style Picasso un petit peu, quoi. Oui. C'est beau, moi, sans plus, j'aime pas. Pour une vieille chapelle, moi j'aime pas. Moi, je trouve que ça va avec l'ensemble. Je trouve que maintenant, une fois qu'on a mis le tapis... Je préfère les vitraux comme il dit ça. Qui représentent je sais pas, une scène, des personnages, quoi. Voilà, comme un exorcisme, par exemple. Ah oui, moi aussi, je trouve. Moi, personnellement,
anciens vitraux. Parce que ça, c'est du moderne. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait avant ces vitraux? Oui. Qu'est-ce C'est des vitraux, mais anciens. C'est-à-dire? Ça représentait quoi? Avec des personnages littéristes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces vitraux? Je sais pas. Mais moi, il y a très longtemps, je suis partie, je sais que oui. Qu'a-t-on fait des anciens vitraux qui étaient dans la chapelle? chapelle? Fait des anciens vitraux, monsieur. Oui. Ce n'étaient pas des vitraux, ce n'étaient que des vitraux blancs, si vous voulez. Un petit losange blanc. Oui. Et ici, on dit qu'ils étaient poires, c'est-à-dire ils étaient cuits, c'était pourri, c'était monté sur du, comment on appelle ça, du plomb. Oui. Alors, les morceaux de plomb avec les tempêtes, la pluie, l'hiver, tombaient, et on mettait du scotch parce que les oiseaux, ils rentraient en masse. Évidemment, les fientes des oiseaux partout à ramasser, ce n'était pas très agréable. Ça a été la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de créer des... On ne savait pas comment... C'est parti comme ça. On va mettre des vitraux, parce que ce n'était plus possible. Vitraux et portes. Portes étaient aussi cuites, et vitraux, il n'y en avait pas. Donc, d'où j'ai demandé, j'ai fait des propositions, des maquettes, je vais demander à faire des maquettes. Alors on nous répondait, trop naïf, trop ceci, trop cela, avec personnages bien entendu. Vu notre époque évidemment, ce sont des personnages, on ne fait plus les beaux personnages que l'on voit dans l'église, c'est plus facile, ça se fait plus. Et puis un jour, on m'a proposé... Lors d'une porte ouverte, j'ai été visiter d'autres chapelles. Et j'ai vu des vitraux, donc pas comme cela, parce qu'ils sont uniques pour l'instant en tout cas. Et puis je suis revenue enchantée, j'ai dit mais pourquoi eux, pourquoi pas nous? À la suite de ça, on s'est mis en contact avec M. Daniel et il nous a présenté des maquettes qui se sont, au cours des jours, des mois, ça c'est... un petit peu, ça a changé, enfin, on s'est un petit peu, ça n'a pas été tout seul, mais bon, voilà ce que ça a donné. Il y a des gens qui trouvent ça bien, plutôt les jeunes, d'autres qui n'aiment pas ou qui trouvent pas très bien, mais moi, je suis très contente. Donc selon vous, l'artiste aurait dû mettre un peu plus la vie de Saint-Antoine dans ses vitraux? On aurait dû le retrouver, oui, tout de suite. Ce sont des symboles, ça, donc le symbole doit être parlant tout de suite. Une figure immédiate, donc Saint-Antoine avec un cochon, un truc comme ça aurait dû styliser et tout ça, peut-être on aurait pu faire un grand vitrail comme ça, de cette manière-là. Et je suis sûr que si on lui avait demandé, si on avait piloté dans ce sens-là, lui, l'artiste, aurait trouvé ça. Le monde des artistes est en totale dichotomie avec les gens. Les gens ne se reconnaissent plus. Hein, les artistes d'aujourd'hui, on ne les reconnaît pas, alors que les siècles précédents ont su faire les transitions dans les monuments. Hein? Et là, maintenant, il n'y a plus rien. Le lien se... Pourtant, quand Gauguin a exposé ses premières œuvres, il n'était pas non plus très compris. Hein. Non, mais Gauguin, lui, ce sont des personnages qu'on reconnaît. Est-ce que maintenant, là, ici, qu'est-ce que je reconnais là-dedans? Les flammes de l'enfer? Dans ces vitraux-là? C'est terrible ce que je dis. Mais moi, c'est ça que ça m'évoque. Mais le fait qu'il y ait le feu après l'office religieux, c'est aussi une façon de... Oui, là, de purification. Si vous trouvez des flammes, il y a quand même un peu de figuration finalement. On aurait pu jouer ça, oui. Ces deux vitraux là ont une couleur totalement différente. Pour moi, je vois, c'est le soleil levant. Donc c'est cette couleur bleutée et verdâtre du matin et le rouge du soleil du soir. Ça, je vois ça, moi là-dedans. Hein? J'aurais voulu continuer un peu plus là-dedans. Est-ce qu'on peut savoir quel est le rôle de la commune de Guiscriff dans ce projet? Le rôle de la commune de Guiscriff, il a été, on peut dire, double, dans la mesure où nous sommes maîtres d'ouvrage sur ce projet, tout simplement parce que c'est un édifice communal. Et deuxièmement, nous participons aussi au financement avec le comité de sauvegarde, dans la mise en œuvre de l'ensemble des travaux, ceux qui ont déjà été menés et puis ceux qui vont être menés dans l'avenir après l'épisode des vitraux, puisque vous savez bien qu'il y a encore il y a le second rétable, puisque le premier vient d'être terminé. Le second rétable est également à reprendre dans son intégralité. Les nuages. Ici.
Ah oui. Ah la vache. Ah oui. L'autre baie à travers le rouge. En fait, je demande que c'est vraiment flamboyant derrière. Hein. C'est pour ça que elles sont toutes différentes à l'extérieur et c'est aussi ça qui est important à réaliser. C'est flamboyant à l'intérieur. Le résultat final, je ne sais pas si vous avez pu apprécier l'œuvre dans son intégralité, mais je crois qu'il y a des choses assez remarquables, des effets de lumière tout à fait que j'ai considérés avec mon œil inexpérimenté, je dirais, de tout à fait remarquable. On a eu, le jour où on a réceptionné les travaux, le privilège d'avoir un soleil est, sud-est, et qui donnait par interférence entre les deux vitraux un effet de couleur qui m'a paru absolument magistral. Mais enfin bon, c'est un œil de non-expert que j'ai, bien sûr. Donc vous êtes quand même relativement satisfait de la... Enfin moi, en tant que maire, oui, je suis satisfait de l'œuvre qui a été réalisée. Bon, maintenant, c'est une œuvre, c'est vrai que c'est une conception un peu moderne des choses, et il est évident que nos anciens sont habitués à voir des choses plus communes, je dirais, dans le domaine des vitraux. Hein. On a un deuxième vitrail ou une deuxième chapelle sur la commune qui a également, où les vitraux ont également été dessinés par un autre artiste qui s'appelle François Dillasser, et qui sont aussi, semble-t-il, enfin d'après l'œil des experts en tout cas, de véritables œuvres d'art. On reste aussi avec Dillasser dans l'abstrait quand même. Oui, on reste tout à fait dans l'abstrait, voilà. Absolument, absolument. On reste comme avec Yvon Daniel dans l'abstrait, et c'est vrai que les gens du quartier qui ont aussi participé à la définition du projet et à l'accompagnement du projet, ont été, en tout cas dans un premier temps, relativement hostiles à ces projets. Bon, il y a la présidente du comité, Madame Jantet, qui a joué un peu le rôle de régulateur, je dirais, dans l'acceptation de ce projet-là et dans l'acceptation de ce type de peinture-là, puisque c'est effectivement quelque chose de novateur dans nos chapelles rurales. La pluie des critiques cingle quelquefois ces séduisantes réalisations. Les derniers fidèles, regrettant l'art sacré, se sentent spoliés dans leur foi devant certaines audaces artistiques. Ils le ressentent comme une profanation, voire comme une dépossession de leur lieu de culte par l'artiste. Même si l'incompréhension demeure, la ferveur gagne, et de nombreuses chapelles sortent de leur solitude, de leur exil routier ou vicinal, et résonnent à nouveau du pas de l'amateur d'art ou du fidèle comblé, grâce au talent de ces nouveaux calligraphes de la lumière. Je vais être un petit peu provocant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tu as fait ou tu as réalisé une exposition permanente? Non, c'est pas ça. Que dans 20 ans, elle sera encore là, le travail sera encore là. Enfin, je suis pas dans 20 ans et plus, oui. On s'est garanti 2 siècles, je crois. Enfin, dans 2 siècles, on ne reviendra pas faire des retouches et il y avait un problème quelconque. Oui, c'est une présence plutôt de mon travail dans une chapelle. Pas une exposition, c'est pas ça. Ah, j'avais dit tout de suite que j'étais provocant. Hein. Moi, si je peux répondre à dire quelque chose, c'est que je crois qu'on perd une fois. On perd une fois que c'est posé. Enfin, moi, j'ai toujours le sentiment qu'on le perd. Ça n'appartient plus du tout à l'artiste. Exactement. On fait un like alors. On l'a cédé à l'édifice et aux gens qui y viennent. C'est pour ça que on peut encore beaucoup parler effectivement sur peut-on avoir
faire du repenti sur un vitrail que l'on a fait ou pas. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est si un vitrail est cassé, on considère que comme c'est une œuvre qui a déjà un petit peu d'ancienneté, que fait-on? Est-ce qu'on remplace la pièce qui est cassée ou est-ce qu'on la repeint à neuf? Il semblerait qu'on puisse pas remplacer, réparer la pièce ancienne ou est-ce qu'on la refait à neuf? Il semblerait qu'on la répare pour donner toute son authenticité à l'ensemble. Parce que ça n'appartient plus du tout à l'édifice. À l'artiste, ça appartient vraiment à l'édifice. C'est assez intéressant. Et ça provoque effectivement une certaine... alors réversibilité, je sais pas. Moi, je pense que parfois, les artistes devraient pouvoir dire « Allez, non, ce que j'ai fait là, c'est vraiment pas bon » et on évacue. Ceux qui prennent le temps de regarder savent que ça fonctionne. Il n'y a pas de cassure véritable entre une peinture, une sculpture d'aujourd'hui et une architecture du passé. Au contraire, je pense même que ce sont ces deux éléments qui s'associent, qui se nourrissent très bien.